Ce soir-là, dans ce grand salon lumineux au lustre de cristal, j'ai entendu 3 mots qui ont tout brisé. La vieille ringarde et puante est arrivée. C'est la fiancée de mon petit-fils qui les a prononcés. En souriant, Malik a baissé les yeux. Il ne m'a pas défendu. Il ne savait pas qui j'étais vraiment. 5 minutes plus tard, ils l'ont appris de la pire des manières. Je m'appelle Anaëlle Rochefort. J'ai 63 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée seule, bien trop longtemps. Tout a commencé un soir de novembre 2025. Un vendredi. Le ciel était gris ardoise, ce gris parisien d'automne qui avale la lumière avant 17 heures. J'avais mis ma robe marine, celle en crêpe de laine, sobre et élégante. Mes cheveux étaient relevés en chignon bas. J'avais choisi des perles discrètes, rien d'ostentatoire. Je ne cherche jamais à briller, juste à être présente, digne. Ce soir-là, je me rendais à la fête de fiançailles de Malik, mon petit-fils unique, le fils de ma fille Camille, parti trop tôt d'un cancer il y a 8 ans. Malik avait 27 ans, grand, brun, les yeux verts de sa mère. Depuis la mort de Camille, j'avais essayé d'être là, toujours, discrètement, sans étouffer. Il m'avait appelé 3 semaines plus tôt. « Mamie, je vais me fiancer. » Sa voix était joyeuse, légère. J'avais senti mon cœur se serrer. Pas de tristesse, non. De joie mêlée d'une pointe de mélancolie. Mon petit garçon devenait un homme. Il construisait sa vie. C'est merveilleux, mon chéri. Comment s'appelle-t-elle? Elsa. Elsa Moreau. Elle travaille dans la communication. On s'est rencontrés à une soirée professionnelle. Elle est différente, moderne, ambitieuse. Moderne, ambitieuse. Ces mots m'avaient traversé comme une lame froide, mais je les avais ignorés. C'était son choix, son bonheur. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Oui, bien sûr. On organise une fête de fiançailles le 15 novembre. Je t'enverrai l'adresse. Il avait raccroché rapidement. Trop rapidement. Mais j'avais mis ça sur le compte de l'excitation. L'adresse qu'il m'avait envoyée par message me surprit. Un hôtel dans le 16e arrondissement. Pas n'importe lequel. Un établissement que je connaissais bien. Très bien, même. Mais je n'ai rien dit. Je me suis contenté de confirmer ma présence. Le vendredi soir, j'ai pris un taxi. J'aurais pu venir avec ma propre voiture, mais je voulais rester discrète, invisible, presque. Juste une grand-mère heureuse de célébrer l'amour de son petit-fils. Lorsque je suis arrivée devant l'entrée principale, j'ai reconnu les grandes portes vitrées, les balcons en fer forgé, les jardinières de buis taillés. Le hall sentait le bois ciré et la rose. Léger, coûteux. Tout était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là, avant de partir. Dans mon sac à main en cuir bordeaux, je sentais le poids froid d'une petite clé dorée. Je l'ai serrée entre mes doigts 1 seconde, comme on touche un talisman. Puis, je l'ai lâchée. Ce n'était pas le moment. Un jeune homme en costume noir m'a accueilli à la réception. « Bonsoir, madame. Vous venez pour l'événement Moreau-Rochefort ?»« Oui, parfait. C'est au 1er étage, salon lumière. Suivez-moi. » Il m'a guidé vers l'ascenseur. Les portes se sont refermées en silence. Mon reflet dans le miroir me renvoyait l'image d'une femme fatiguée, mais droite, les traits tirés par des années de travail, mais le regard encore vif. J'ai pensé à Camille. Elle aurait été si fière de Malik. Le salon lumière était magnifique. Plafond haut, moulure dorée, immense lustre de cristal qui jetait une lumière chaude sur les nappes blanches. Il y avait une 50aine d'invités, jeunes pour la plupart, élégants, rieurs. Le champagne circulait déjà. J'ai cherché Malik des yeux. Je l'ai vu près de la baie vitrée, un verre à la main, en grande conversation avec un groupe d'amis. Il portait un costume anthracite, parfaitement coupé. Il était radieux. À ses côtés, une jeune femme, blonde, mince, robe bustier couleur ivoire, talons aiguilles, maquillage impeccable. Elle riait fort, penchée vers un homme en costume bleu marine. Elle avait ce type de beauté froide, lisse, calculée. C'était elle, Elsa. Je me suis avancée lentement, le cœur battant. J'ai traversé le salon en évitant les petits groupes. Personne ne m'a remarqué. J'étais transparente, une vieille dame parmi les jeunes. Lorsque je me suis approchée, Malik m'a vue. Nos regards se sont croisés. J'ai souri, un sourire plein d'amour, de fierté. Il n'a pas souri en retour. Il a détourné les yeux. Juste 1 seconde. Mais cette seconde a tout dit. Elsa, elle, m'a vue aussi. Elle a stoppé net sa conversation. Son regard a balayé ma silhouette de haut en bas. Mes chaussures plates, ma robe marine, mon chignon, mon absence de bijoux tape à l'œil. Puis elle a penché la tête vers une jeune femme à côté d'elle, une amie sans doute, et elle a dit, assez fort pour que j'entende, « Ah,
la vieille ringarde et puante est arrivée. Elle a souri. Un sourire carnassier. Autour d'elle, quelques rires étouffés, gênés peut-être, ou complices. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Pas à cause des mots. J'ai connu pire dans ma vie. Mais à cause de Malik. Il était juste à côté d'elle. Il avait entendu. J'en suis certaine. Ses épaules se sont crispées. Ses mâchoires se sont serrées. Mais il n'a rien dit. Il a baissé les yeux vers son verre. Il a bu une gorgée. Puis, il s'est tourné vers un autre invité et a repris la conversation comme si de rien n'était. Il ne m'a pas défendu. Je suis restée figée quelques secondes. Peut-être 10. Peut-être une éternité. Les lustres au-dessus de moi brillaient trop fort. Les rires résonnaient trop fort. Le champagne sentait trop sucré. Je me suis approchée quand même. Pas pour me venger. Pas pour crier. Juste pour comprendre. « Bonsoir, Malik. » Ma voix était calme. Trop calme. Il a levé les yeux. Il a forcé un sourire. « Ah, mamie, tu es venue. C'est bien. C'est bien. » Comme on dit à un enfant qui a fini ses devoirs. Je voulais te féliciter et rencontrer Elsa. Elsa s'est tournée vers moi avec un sourire glacé. Enchantée. Malik m'a tellement parlé de vous. Sa voix était douce, fausse. Chaque mot était une lame polie. J'espère en bien. Oh, bien sûr. Il m'a dit que vous habitiez seul, que vous aviez une petite vie. Tranquille. Tranquille. Le mot flottait dans l'air comme une insulte déguisée. Malik s'est raclé la gorge. Mamie travaille beaucoup, en fait. Elle s'occupe de... Il s'est interrompu, comme s'il cherchait ses mots, ou comme s'il ne voulait pas les trouver. Elsa a posé sa main sur le bras de Malik, possessive. En tout cas, nous sommes ravis que vous soyez là, mais vous comprendrez que nous avons beaucoup d'invités à saluer. On se retrouve plus tard, d'accord? Elle m'a tourné le dos. Malik aussi. Je suis restée seule au milieu du salon. Les conversations reprenaient autour de moi. Personne ne me regardait. J'étais redevenue invisible. J'ai pensé partir, prendre mon sac, descendre, rentrer chez moi, pleurer en silence dans mon appartement vide. Mais quelque chose en moi a refusé. Pas de la colère. Pas encore. Juste une douleur immense et une clarté terrible. Malik avait honte de moi. Il avait honte de sa grand-mère. Je me suis éloignée vers un coin du salon, près d'une console en marbre où reposaient des bouquets de pivoine blanche. J'ai posé ma main sur le bois froid. J'ai fermé les yeux. Dans mon sac, mes doigts ont effleuré le métal lisse. Cette petite clé que je porte toujours. Pas par habitude, par nécessité. Parce que cette clé ouvre toutes les portes de cet hôtel. Parce que cet hôtel m'appartient. Mais ce soir-là, je n'ai rien dit. Je les ai regardés rire, trinquer, s'embrasser sous les lustres que j'ai fait installer il y a 15 ans. Et j'ai compris qu'ils ne savaient rien. Rien de qui j'étais. Rien de ce que j'avais construit. Rien de ce que j'avais prévu de leur offrir. 5 minutes plus tard, ils allaient tout apprendre. De la pire des manières. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous? Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Pour comprendre la douleur de ce soir-là, il faut que je vous ramène en arrière, bien avant Elsa, bien avant cette fête, bien avant que Malik ne baisse les yeux. Il faut que je vous parle de celui qu'il était, de celui que j'ai aimé, comme mon propre enfant. Malik est né un matin de juin 1998. J'avais 36 ans. Ma fille Camille en avait 22. Elle était si jeune, si fragile, si effrayée. Le père de Malik était parti avant même la naissance. Un homme sans courage, sans honneur. Camille s'est retrouvée seule avec ce bébé aux yeux verts qui pleurait la nuit. Je me souviens de la première fois où je l'ai pris dans mes bras. Il était si petit, si léger. Il sentait le lait et le savon doux. Ses doigts minuscules se sont refermés sur mon pouce et quelque chose en moi s'est brisé et reconstruit en même temps. « Maman, je ne sais pas si je vais y arriver », avait murmuré Camille, les larmes aux yeux. « Tu vas y arriver, et je serai là, toujours. » Et je l'ai été, toujours. Les premières années ont été difficiles. Camille travaillait comme assistante dans une agence de design. Les horaires étaient longs, le salaire modeste. Elle rentrait épuisée, les traits tirés, les yeux cernés. Alors je prenais le relais. 3 fois par semaine, je gardais Malik chez moi. Mon appartement, à l'époque, n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. 2 pièces, 5e étage sans ascenseur, dans le 11e arrondissement. Mais c'était chaleureux. J'avais installé un petit lit en bois près de ma chambre, des étagères remplies de livres d'images, un tapis moelleux où il pouvait ramper. Je lui lisais des histoires tous les soirs, Le Petit Prince, les fables de La Fontaine. Même quand il était trop petit pour comprendre, je lisais, parce que j'aimais le son de ma voix qui l'apaisait, parce que je voulais qu'il grandisse entouré de mots,
de poésie, de douceur. Il a prononcé son premier mot chez moi. Mamie, pas maman, mamie. Camille a pleuré quand je le lui ai dit. Pas de jalousie, de soulagement, parce qu'elle savait qu'il n'était pas seul. Quand Malik a eu 4 ans, j'ai acheté l'hôtel. Ce n'était pas un coup de chance. C'était le fruit de 20 ans de travail acharné. J'avais commencé comme femme de ménage dans un hôtel 3 étoiles, près de la gare du Nord. Je nettoyais les chambres, changeais les draps, récurais les salles de bain. Les clients ne me voyaient jamais. J'étais invisible, mais je regardais, j'observais, j'apprenais. Comment on accueille un client, comment on gère les réservations, comment on organise une équipe, comment on fait tourner un établissement. Après 5 ans, j'étais devenue gouvernante. Après 10 ans, directrice adjointe. J'économisais chaque centime. Je vivais modestement. Je ne dépensais rien pour moi. Tout était pour Camille et pour Malik. En 2002, un petit hôtel particulier dans le 16e arrondissement a été mis en vente. 20 chambres, façade bourgeoise, jardin intérieur. Il était délabré, mal géré, au bord de la faillite. Les banques ne voulaient pas prêter. Trop risqué, disait-elle. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais un bijou endormi. Une possibilité. J'ai vendu mon appartement. J'ai emprunté à taux élevés. J'ai tout misé. Et j'ai acheté l'hôtel. Les premières années ont été terribles. Je travaillais 18 heures par jour. Je gérais la réception, les réservations, la comptabilité. Je formais le personnel. Je négociais avec les fournisseurs. Je rénovais chambre par chambre avec ce que je gagnais. Camille m'aidait quand elle pouvait. Elle venait le week-end avec Malik. Il jouait dans le hall pendant que nous remplacions les rideaux, repeignions les murs, nettoyions les parquets. Il adorait cet endroit. Il courait dans les couloirs en riant. Il se cachait derrière les grandes plantes vertes. Il s'asseyait derrière le comptoir de la réception et faisait semblant de répondre au téléphone. « Allô, Hôtel Rochefort, bonjour !» Sa petite voix me faisait sourire même dans les moments les plus durs. Un jour, il m'a demandé « Mamie, c'est à toi tout ça ?»« Oui, mon chéri. »« C'est grand ? Tu es riche ?» J'ai ri. « Non, mais je travaille beaucoup. Et un jour, tout ce travail portera ses fruits. » Il a réfléchi un instant, puis il a hoché la tête avec sérieux. « Alors moi aussi, je vais travailler beaucoup. Comme toi. » Mon cœur s'est gonflé de fierté. En 2007, l'hôtel a enfin commencé à être rentable. J'avais obtenu une 3e étoile. Les avis en ligne étaient excellents. Les clients revenaient. J'avais une équipe solide, fidèle. Je pouvais enfin respirer. Camille aussi allait mieux. Elle avait trouvé un meilleur poste. Elle louait un appartement plus spacieux. Malik entrait au collège. C'était un garçon doux, intelligent, curieux. Il aimait lire, il aimait dessiner. Il me ressemblait. Chaque mercredi, je venais le chercher à la sortie de l'école. Nous marchions jusqu'à l'hôtel. Je lui achetais un pain au chocolat à la boulangerie du coin. Nous nous installions dans le petit bureau derrière la réception et il faisait ses devoirs pendant que je travaillais. Parfois, il levait les yeux de son cahier et me demandait « Mamie, tu es fatiguée ?»« Un peu. Pourquoi tu travailles autant ? Pour que tu aies un avenir, mon chéri. Pour que tu ne manques de rien. » Il ne comprenait pas vraiment, mais il me faisait un sourire et ça suffisait. En 2017, Camille est tombée malade. Un cancer du sein. Stade 3. Le diagnostic est tombé un mardi matin. Je me souviens du téléphone qui a sonné, de la voix brisée de ma fille. « Maman, ils ont trouvé quelque chose. » Le monde s'est arrêté. Les mois qui ont suivi ont été un cauchemar. Chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. Camille perdait ses cheveux, son poids, sa lumière. Malik avait 19 ans. Il était en première année d'école de commerce. Il essayait d'être fort, mais je voyais la peur dans ses yeux. Je fermais l'hôtel aux visites familiales pour passer du temps à l'hôpital. Je tenais la main de Camille pendant les perfusions. Je lui lisais des poèmes. Je lui chantonnais les berceuses que je lui chantais quand elle était petite. Malik venait tous les soirs après les cours. Il s'asseyait au bord du lit. Il racontait sa journée. Il faisait rire sa mère même quand elle n'avait plus la force de sourire. Un soir, alors que Camille dormait, il m'a pris la main. « Mamie, elle va s'en sortir, hein ?» J'ai voulu mentir. Dire que oui, que tout irait bien. Mais je ne pouvais pas. Je ne sais pas, mon chéri. Mais je suis là. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Il a posé sa tête sur mon épaule et il a pleuré. Camille est morte le 23 novembre 2017. Un jeudi. Il pleuvait. Malik avait 20 ans. Je n'oublierai jamais son regard à l'enterrement. Vide. Perdu. Comme un enfant égaré dans une forêt noire. Après les funérailles, nous sommes rentrés chez moi. Il s'est assis sur le canapé, immobile,
les mains sur les genoux. Il ne disait rien. Il ne pleurait pas. Il fixait le mur. Je me suis assise à côté de lui. « Malik, je sais que c'est insupportable. Je sais que tu as mal. Mais tu n'es pas seul. » Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux verts, les yeux de Camille, étaient remplis de larmes. « Qu'est-ce que je vais faire sans elle, mamie ?» Tu vas continuer. Parce que c'est ce qu'elle aurait voulu. Parce qu'elle t'aimait plus que tout. Et parce que je suis là. Il s'est effondré dans mes bras. Et j'ai tenu ce grand garçon de 20 ans comme je tenais le bébé de quelques mois, 20 ans plus tôt. Après la mort de Camille, Malik est venu vivre chez moi pendant 6 mois. Le temps de terminer son année universitaire. Le temps de trouver un équilibre. Nous prenions le petit déjeuner ensemble. Je préparais du café, des tartines beurrées, de la confiture maison. Nous ne parlions pas beaucoup, mais nous étions là, l'un pour l'autre. Le soir, il m'aidait à l'hôtel. Il répondait aux emails. Il accueillait les clients. Il rangeait les dossiers. Il n'avait pas besoin de le faire, mais il le faisait quand même. Un soir, alors que nous fermions la réception, il m'a dit « Mamie, merci. » « De quoi, mon chéri ? » ?»« D'être là. Toujours. » J'ai souri. « C'est normal. Tu es tout ce qui me reste. » Il a hoché la tête. Puis, il m'a serré dans ses bras. Les années ont passé. Malik a terminé ses études. Il a trouvé un emploi dans une start-up spécialisée dans le marketing digital. Il a loué un appartement dans le 10e arrondissement. Il construisait sa vie. Nous nous voyions moins, mais nous restions proches. Nous déjeunions ensemble 1 fois par mois. Il m'appelait régulièrement. Il me racontait ses projets, ses ambitions, ses doutes. Je l'écoutais avec tendresse, avec fierté, parce que c'était mon petit-fils, mon trésor, la raison pour laquelle j'avais travaillé si dur. Je n'avais jamais eu besoin de grand-chose. Pas de voyage, pas de bijoux, pas de luxe, juste lui. Et un jour, je comptais lui donner l'hôtel, tout mettre à son nom, parce qu'il était mon héritier, parce qu'il méritait de récolter ce que j'avais semé. Je lui en avais parlé 1 fois. C'était il y a 2 ans, lors d'un déjeuner. « Malik, un jour, tout ceci sera à toi. » Il avait ri, gêné. « Mamie, ne dis pas ça. Tu as encore des années devant toi. Je sais, mais je veux que tu saches, que tu comprennes. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour ta mère, pour notre famille. » Il avait posé sa main sur la mienne. « Je sais, mamie, et je ne l'oublierai jamais. » Mais ce soir-là, dans ce salon lumineux, sous ces lustres que j'avais choisis moi-même, entourés de ces murs que j'avais fait repeindre, sur ce parquet que j'avais fait poncer, ce soir-là, il m'a oublié. Il a laissé cette femme me traiter de vieille ringarde et puante. Il a baissé les yeux. Et il n'a rien dit. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. La première fissure est apparue il y a 1 an. Novembre 2024. C'était un samedi après-midi. J'avais invité Malik à déjeuner chez moi, comme nous le faisions chaque mois. J'avais préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon mijoté pendant des heures, avec des pommes de terre fondantes et des carottes glacées. L'appartement sentait bon le thym et le vin rouge. J'avais mis la table avec soin. Nappe blanche, serviette en lin, verre en cristal. Pas pour impressionner, juste pour montrer que ce moment comptait. Il devait arriver à 13h. À 13h15, il n'était toujours pas là. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message. J'ai attendu. Le bœuf refroidissait doucement dans la cocotte. Les bougies que j'avais allumées se consumaient lentement. À 13h30, mon téléphone a vibré. « Désolée, mamie. Retard au boulot. J'arrive dans 20 minutes. » J'ai relu le message 2 fois. « Retard au boulot. Un samedi. » J'ai mis le plat au chaud et j'ai soufflé les bougies. Il est arrivé à 14h passées, les cheveux en désordre, le visage tendu. Il portait un pull gris, chiné, et un jean sombre. Il sentait un parfum que je ne connaissais pas. Quelque chose de boisé, d'épicé, trop fort. « Pardon, mamie. C'était la folie aujourd'hui. » Il m'a embrassé rapidement sur la joue et s'est dirigé vers la table. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Assieds-toi. » J'ai réchauffé le plat et servi 2 assiettes généreuses. Malik mangeait vite, distraitement. Il regardait son téléphone toutes les 3 minutes. « Tout va bien au travail ? » « Oui, oui. Beaucoup de projets en ce moment. On lance une nouvelle campagne pour un client important. C'est intense. Tu as l'air fatigué ? Un peu, mais ça va. » Il a bu une gorgée de vin. Son regard était ailleurs, fuyant. « Malik ? Oui ? Tu es sûr que tout va bien ?» Il a levé les yeux vers moi. Un éclair d'agacement a traversé son visage. Rapide, presque imperceptible. « Oui, mamie. Pourquoi tu demandes ça ? Pour rien. Tu sembles préoccupée. Je suis juste crevée, c'est tout. » Il a souri, un sourire forcé.
Nous avons fini le repas en silence. Il a refusé le dessert, une tarte aux pommes que j'avais faite le matin même. Désolée, je n'ai plus faim. Et je dois y aller. J'ai un rendez-vous cet après-midi. Un rendez-vous? Un samedi? Oui, avec des amis. Il s'est levé, a enfilé sa veste. Merci pour le déjeuner, mamie. C'était délicieux comme toujours. Il m'a embrassé rapidement et il est parti. La porte s'est refermée. Je suis restée seule dans la cuisine. La tarte aux pommes refroidissait sur le comptoir. La bougie s'était complètement consumée. Quelque chose avait changé. Les semaines suivantes, Malik a annulé 3 déjeuners. Le premier, mi-décembre. Désolée, mamie, j'ai un truc de dernière minute. On se voit le mois prochain. Le deuxième, début janvier 2025. Impossible ce week-end. On part en séminaire d'équipe. Le troisième, fin janvier. Pas de message d'annulation. Juste rien. Il ne s'est pas présenté. J'ai attendu 1 heure. Puis j'ai mangé seule, en silence. Il m'a envoyé un message le lendemain. Pardon, mamie, j'ai complètement oublié. Journée de fou hier. J'ai répondu, ce n'est pas grave, mon chéri. Prends soin de toi. Mais c'était grave, parce que Malik n'oubliait jamais. Jamais. En février, je l'ai appelé. Allô? Sa voix était distante, pressée. Malik, c'est mamie. Ah, salut. Ça va? Oui. Et toi? On ne s'est pas vu depuis longtemps. Je sais, désolé. C'est le boulot, tu sais. Je comprends. Mais tu me manques. Silence. Oui, toi aussi. Écoute, là, je suis en réunion. Je te rappelle, d'accord? D'accord. Il n'a pas rappelé. En mars, j'ai reçu un message inattendu. Mamie, tu es libre samedi prochain? J'aimerais qu'on se voie. Mon cœur a bondi. Enfin. Bien sûr, mon chéri, avec plaisir. Parfait. On se retrouve au café près de chez toi. 15 heures. Un café. Pas chez moi. Pas un déjeuner. Un café. Mais j'ai accepté. Parce que c'était mieux que rien. Le samedi suivant, je suis arrivée au café 10 minutes en avance. J'avais mis une robe beige, un foulard en soie. Je voulais avoir l'air en forme. Heureuse. Malik est arrivé avec 15 minutes de retard. Il portait un blouson en cuir, des lunettes de soleil sur la tête. Il avait l'air différent, plus urbain, plus distant. Il s'est assis en face de moi, a commandé un espresso. Alors, quoi de neuf, mamie? Pas grand-chose. L'hôtel tourne bien. J'ai refait la décoration de 3 chambres. Ça donne un coup de frais. Ah, super. Il regardait son téléphone. Et toi, le travail? Ça va. Beaucoup de stress, mais ça va. Tu as l'air fatigué. Oui, un peu. Silence. Malik? Oui? Pourquoi tu voulais me voir aujourd'hui? Il a levé les yeux. Il a souri. Un sourire étrange. En fait, j'avais quelque chose à te dire. Mon cœur s'est serré. Quoi donc? J'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Mon estomac s'est noué. Pas de jalousie. Juste une intuition. Un pressentiment. C'est merveilleux, mon chéri. Comment s'appelle-t-elle? Elsa. Elsa Moreau. Elle travaille dans la communication. Elle est incroyable, très dynamique, ambitieuse. Elle a une vision claire de ce qu'elle veut dans la vie. Il parlait vite, les yeux brillants. Je suis contente pour toi. J'aimerais la rencontrer. Oui, bien sûr, un jour. Mais pour l'instant, on prend notre temps. Tu sais, on veut construire quelque chose de solide avant de... Il s'est interrompu. Avant de quoi? Avant de présenter nos familles. Nos familles. Comme si j'étais une obligation, une formalité. Je comprends, mais je ne comprenais pas. Après ce café, les semaines se sont espacées. Les messages aussi. Malik répondait de moins en moins. Toujours occupé, toujours débordé. En avril, je l'ai croisé par hasard dans le 10e arrondissement. Je sortais d'une réunion avec mon comptable. Lui marchait main dans la main avec une jeune femme blonde, mince, élégante, lunettes de soleil, sac à main griffé. Je me suis approchée. Malik, il s'est retourné. Son visage s'est figé. « Mamie, qu'est-ce que tu fais là? J'avais un rendez-vous dans le quartier. » La jeune femme m'a regardé de haut en bas. Ses lèvres se sont pincées. « Bonjour. » Sa voix était froide, polie, distante. « Bonjour. Tu dois être Elsa. »« Oui. » Enchantée. Elle n'a pas tendu la main. Malik semblait mal à l'aise. On allait prendre un verre. « Désolée, mamie. On est un peu pressé. »« Bien sûr. Je ne veux pas vous déranger. On se rappelle bientôt, d'accord? »« D'accord. » Ils sont partis. Elsa a dit quelque chose à l'oreille de Malik. Il a ri. Un rire nerveux. Je suis restée sur le trottoir, immobile. Cette femme ne m'avait pas regardée comme une grand-mère. Elle m'avait regardée comme une ennemie. En mai, Malik a oublié mon anniversaire. 63 ans. Le 22 mai 2025. J'ai attendu toute la journée. Un appel, un message, une carte, rien. Le soir,
À 21h, j'ai reçu un SMS. Merde, mamie, j'ai complètement zappé. Pardon. Bon anniversaire. Bisous. J'ai lu le message 3 fois. Zappé. Comme on zappe une émission télé. Comme on zappe quelque chose d'insignifiant. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de Camille. En juin, j'ai essayé de reprendre contact. J'ai envoyé un message. Mon chéri, si tu as un moment, j'aimerais qu'on se voie. Cela fait longtemps. Réponse 2 jours plus tard. Désolée, mamie, en ce moment c'est compliqué. Elsa et moi on prépare un truc important. Je te tiens au courant. En juillet, silence total. En août, j'ai tenté un appel. Il n'a pas décroché. Pas de rappel. En septembre, j'ai compris. Malik s'éloignait. Pas à cause du travail. Pas à cause de la fatigue. À cause d'elle. Un soir de septembre, je me suis assise dans mon bureau à l'hôtel. J'ai ouvert le coffre-fort derrière le tableau. À l'intérieur, il y avait des documents importants, des contrats, des actes notariés et une enveloppe scellée. Dessus, j'avais écrit « Pour Malik, le jour où il sera prêt ». À l'intérieur, tous les papiers nécessaires pour transférer la propriété de l'hôtel à son nom. J'avais tout préparé il y a 3 ans, juste après ses 24 ans, parce que je voulais qu'il sache, qu'il ait un avenir sécurisé. J'ai tenu l'enveloppe dans mes mains. Mes doigts ont effleuré le métal froid dans ma poche, cette petite clé que je porte toujours, et j'ai pensé, est-ce qu'il mérite encore tout ça? Puis, je me suis senti coupable, parce qu'on ne conditionne pas l'amour, parce qu'il était le fils de Camille, parce que c'était mon petit-fils. J'ai remis l'enveloppe dans le coffre et je l'ai refermée. En octobre, 3 semaines avant la fête de fiançailles, Malik m'a enfin appelé. « Mamie, j'ai une grande nouvelle. »« Quoi donc ? Je vais me fiancer. Avec Elsa. » Mon cœur s'est arrêté. « C'est merveilleux. Félicitations, mon chéri. Merci. On organise une fête le 15 novembre. Je t'envoie l'adresse. Bien sûr, je serai là. Super. Bon, je dois y aller. Bisous. » Il a raccroché. Pas de « je t'aime », pas de « tu me manques », pas de « on se voit bientôt ». Juste « bisous ». L'adresse est arrivée par SMS le lendemain. Hôtel Rochefort. Salon Lumière. 15 novembre, 19h. Mon hôtel. Il avait réservé mon hôtel pour ses fiançailles, sans me demander, sans me prévenir, comme si j'étais n'importe qui. Ce soir-là, assise dans mon salon vide, j'ai compris quelque chose. Malik ne me voyait plus. Il ne me respectait plus. Et cette femme, Elsa, y était pour beaucoup. Mais je ne pouvais pas en être sûre. Pas encore. Alors j'ai décidé d'aller à cette fête. Pas pour faire un scandale. Pas pour me venger. Juste pour voir. Pour comprendre. Pour savoir si mon petit-fils était encore là. Ou s'il avait disparu pour toujours. Les jours qui ont suivi l'annonce des fiançailles ont été étranges. Je vaquais à mes occupations habituelles. Gestion de l'hôtel, réunion avec le personnel, vérification des réservations. Mais mon esprit était ailleurs. Je me répétais sans cesse. C'est normal. Il est jeune. Il est amoureux. Il a le droit de construire sa vie. Mais une petite voix au fond de moi murmurait autre chose. Une voix que j'essayais d'étouffer. Il t'oublie? Non, c'était impossible. Malik m'aimait. Nous avions traversé tellement d'épreuves ensemble. La maladie de Camille, sa mort, les années difficiles. Il ne pouvait pas m'oublier. Pas comme ça. Le lendemain de son appel, j'ai décidé de lui acheter un cadeau de fiançailles. Quelque chose de beau, de significatif. Je suis allée dans une bijouterie du Marais que je connaissais depuis des années. Un petit commerce familial tenu par un vieux monsieur, Monsieur Dreyfus, qui avait toujours été de bons conseils. Madame Rochefort, quel plaisir de vous revoir. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je cherche un cadeau pour mon petit-fils. Il se fiance. Ah, quelle belle nouvelle. Félicitations. Vous pensez à quoi? Je ne sais pas. Quelque chose d'élégant, de durable. Il m'a montré plusieurs pièces. Des boutons de manchette en argent. Une montre classique avec bracelet en cuir. Un stylo plume gravé. J'ai choisi la montre. Simple, sobre, intemporelle. Sur le boîtier, j'ai fait graver « Pour Malik, avec tout mon amour, mamie. Ce sera prêt dans 3 jours », m'a assuré Monsieur Dreyfus. En sortant de la boutique, j'ai senti mon téléphone vibrer. Un message de Malik. « Au fait, mamie, tu peux venir en robe habillée? Elsa veut que ce soit chic. Pas de « s'il te plaît », pas de « si ça ne te dérange pas ». Juste une instruction. J'ai répondu « Bien sûr, mon chéri ». 3 jours plus tard, je suis retournée chercher la montre. Elle était magnifique. Le cuir brillait doucement sous la lumière. La gravure était parfaite. J'ai emballé le paquet avec soin. Papier crème, ruban doré, carte écrite à la main. Mon cher Malik, pour cette nouvelle étape de ta vie, que le temps te soit toujours précieux,
comme tu l'es pour moi. Je t'aime, mamie. J'ai relu la carte plusieurs fois. Les mots me semblaient justes, tendres, sincères, mais une partie de moi se demandait s'il les lirait vraiment. La semaine suivante, j'ai reçu un autre message de Malik. Mamie, Elsa organise un dîner avec sa famille ce week-end. Tu veux venir? Mon cœur a bondi. Enfin, une invitation. Une occasion de mieux connaître cette femme, de comprendre qui elle était vraiment. Avec plaisir, mon chéri. Où et quand? Dimanche soir, 20h, restaurant Le Jardin Blanc, dans le 7e. Tenue élégante. Parfait. J'y serai. Cool. À dimanche. Cool. Le mot m'a fait sourire malgré moi. C'était tellement lui. Le dimanche soir, j'ai mis ma plus belle robe. Bleu marine, coupe droite, col en V discret. J'ai attaché mes cheveux en chignon bas. J'ai mis mes perles, celles que ma mère m'avait offertes pour mes 30 ans. Je voulais avoir l'air digne, respectable. Le restaurant était situé dans une rue calme bordée d'arbres. Façade blanche, enseigne dorée, jardin d'hiver illuminé par des guirlandes lumineuses. C'était élégant, cher, le genre d'endroit où l'on va pour impressionner. Je suis entrée. Le maître d'hôtel m'a accueilli avec un sourire poli. « Bonsoir, madame. Vous avez une réservation ?»« Oui, au nom de Moreau, je crois. »« Ah, oui. Par ici, s'il vous plaît. » Il m'a guidée vers une table ronde au fond du restaurant. Malik était déjà là, assis entre Elsa et une femme plus âgée, sans doute sa mère. En face, un homme d'une 50aine d'années en costume gris anthracite, le père probablement. Malik s'est levé en me voyant. « Mamie, tu es là. Viens, assieds-toi. » Il m'a embrassé rapidement sur la joue et m'a désigné une chaise à côté de l'homme. Elsa m'a regardé sans sourire. « Bonsoir, Madame Rochefort. »« Bonsoir, Elsa. Bonsoir à tous. » La mère d'Elsa, une femme mince aux cheveux teints en blond platine, vêtue d'un tailleur crème, m'a tendu une main molle. Enchantée. « Brigitte Moreau. Anaël Rochefort. Ravie de vous rencontrer. » Le père n'a même pas levé les yeux de son menu. « Bernard Moreau, a-t-il grommelé. Je me suis assise. Le dîner a été inconfortable. Brigitte et Bernard Moreau parlaient beaucoup. Trop. Ils racontaient leurs vacances en Toscane, leur nouvelle résidence secondaire à Deauville, les projets professionnels de Bernard dans l'immobilier. Elsa les écoutait en souriant, acquiesçant régulièrement. Malik aussi souriait. Un sourire figé. Moi, je restais silencieuse. Personne ne m'adressait la parole. Personne ne me posait de questions. À un moment, Brigitte s'est tournée vers Malik. « Alors, mon cher Malik, Elsa nous a dit que tu travaillais dans le marketing digital. C'est un secteur d'avenir, n'est-ce pas? » « Oui, absolument. On accompagne des start-up dans leur stratégie de communication. C'est passionnant. Et tu gagnes bien ta vie? » La question m'a choquée, directe, indiscrète. Malik a ri nerveusement. « Ça va, je ne me plains pas. Parce qu'il faut être réaliste, mon garçon. Elsa a l'habitude d'un certain confort. Il faudra que tu puisses le lui offrir. » Le silence s'est installé. Malik a baissé les yeux. J'ai senti la colère monter en moi, mais je me suis tue. Ce n'était pas ma place, pas mon rôle. Plus tard, entre le plat et le dessert, Bernard a demandé « Et votre famille, Madame Rochefort? Vous avez des enfants ?» J'avais une fille, Camille. Elle est décédée il y a 8 ans. « Oh, désolé. » Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air ennuyé. « Et vous vivez seul? »« Oui. Vous travaillez encore? »« Oui. Je gère un petit hôtel. »« Ah, un hôtel. » Il a échangé un regard avec Brigitte. Un regard que je n'ai pas compris. Elsa s'est penchée vers Malik et a murmuré quelque chose à son oreille. Il a hoché la tête. À la fin du repas, alors que nous attendions l'addition, Brigitte a dit « Bon, nous devons y aller. Demain, nous avons une journée chargée. » Elle s'est levée, suivie de Bernard. Elsa aussi. Malik a fait mine de se lever, mais Elsa a posé une main sur son épaule. « Reste avec ta grand-mère, chérie. Raccompagne-la. »« Oui, bien sûr. » Brigitte m'a serré la main sans chaleur. « Ravie de vous avoir rencontré, Madame Rochefort. » Moi de même. Ils sont partis. Malik et moi sommes restés seuls à table. Le serveur a apporté l'addition. Malik a sorti sa carte bancaire. « Laisse, je t'invite. » ai-je dit. « Non, non, c'est bon. »« Malik, je t'en prie. »« Mamie, j'ai dit que c'est bon. » Sa voix était sèche, cassante. J'ai reculé. Il a payé. Nous sommes sortis en silence. Dehors, la nuit était fraîche. Les rues étaient presque désertes. Malik, « Oui, tu vas bien? »« Oui. »« Pourquoi? »« Je ne sais pas. Tu as l'air tendu. » Il a soupiré. « C'est juste que les parents d'Elsa peuvent être un peu directs, mais ils sont sympas au fond. »« Directs? Ils t'ont demandé combien tu gagnais? » C'est normal.
Ils veulent savoir si je peux subvenir aux besoins de leur fille. Subvenir aux besoins? Malik, nous sommes en 2025. Elsa travaille. Elle peut subvenir à ses propres besoins. Il a ri. Un rire amer. Mamie, tu ne comprends pas. Elsa a été élevée dans un certain milieu. Elle a certaines attentes. C'est normal. Quelles attentes? Elle veut une belle vie, une maison, des voyages, de la stabilité. Et toi, tu veux ça aussi? Il a hésité. Oui, je crois. Je l'ai regardé. Mon petit-fils, mon trésor. Cet homme de 27 ans qui me semblait soudain si loin. Malik, tu es sûr qu'elle t'aime pour ce que tu es? Il s'est raidi. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Oublie. Non, dis-moi. Tu penses qu'elle est avec moi pour l'argent? Je ne pense rien. Je pose juste une question. Eh bien, la réponse est oui. Elle m'aime et je l'aime. D'accord. Mamie, arrête de t'inquiéter. Tout va bien. Il a regardé sa montre. Bon, je dois y aller. Elsa m'attend. Bien sûr, va. Il m'a embrassé rapidement et il est parti. Je suis restée seule sur le trottoir. Le vent soufflait doucement. Les feuilles mortes tourbillonnaient à mes pieds. Et pour la première fois, j'ai eu peur. Peur que Malik ne soit plus le garçon que j'avais élevé. Peur qu'il soit devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Les jours suivants, j'ai essayé de me raisonner. Tu exagères. Tu es juste jalouse. C'est normal. Toutes les grand-mères sont jalouses quand leur petit-fils se marie. Mais ce n'était pas de la jalousie. C'était de l'inquiétude et du chagrin. Une semaine avant la fête de fiançailles, j'ai reçu un appel de mon équipe à l'hôtel. Madame Rochefort, nous avons reçu une demande de réservation pour le Salon Lumière, le 15 novembre. Oui, je sais, c'est pour mon petit-fils. Ah, d'accord, parfait. Ils demandent un service complet. Traiteur, champagne, décoration florale. Très bien, faites le nécessaire. Entendu? Ah, et ils demandent aussi si vous pourriez leur faire un tarif préférentiel. J'ai froncé les sourcils. Un tarif préférentiel? Oui. La personne qui a appelé, Madame Moreau, je crois, a dit qu'elle espérait que vous pourriez faire un geste commercial, vu que c'est pour votre famille. Mon sang s'est glacé. Je vois. Que dois-je répondre? Dites-leur que c'est offert, entièrement. Vraiment? Oui, c'est pour mon petit-fils. Très bien, madame. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Ils avaient demandé un tarif préférentiel. Ils ne savaient même pas que l'hôtel m'appartenait. Ils pensaient que j'étais juste une vieille dame, une employée peut-être, quelqu'un d'insignifiant. Ce soir-là, assise dans mon salon, j'ai ouvert une bouteille de vin. J'ai bu un verre, puis un deuxième. Je regardais les photos accrochées au mur. Camille enfant, Camille adolescente, Camille avec Malik dans ses bras, Malik bébé, Malik à 5 ans, Malik à 10 ans, souriant devant l'autel. Mon petit-fils, mon trésor, celui pour qui j'avais tout fait. Et maintenant, il ne savait même plus qui j'étais. J'ai pensé annuler la fête, fermer le salon, dire non. Mais je ne pouvais pas, parce que c'était son jour, son bonheur, même si ce bonheur me détruisait. Alors, j'ai décidé d'y aller, de sourire, de me taire, de me soumettre. Encore une fois, comme toujours, les jours précédant la fête de fiançailles ont été étranges. Une agitation sourde habitait mon esprit. Je m'occupais comme d'habitude. Vérification à l'hôtel, rendez-vous avec les fournisseurs, supervision du personnel, mais une partie de moi restait en alerte, comme si j'attendais quelque chose, ou comme si je redoutais quelque chose. Le mercredi 10 novembre, 5 jours avant la fête, je suis passé à l'hôtel en fin d'après-midi pour vérifier les préparatifs du Salon Lumière. Mon directeur d'exploitation, Monsieur Arnaud, m'attendait dans le hall. « Madame Rochefort, tout est en ordre pour vendredi. Le traiteur a confirmé. Les fleuristes viennent jeudi soir. Les tables seront dressées vendredi matin. Parfait, merci Monsieur Arnaud. Ah, j'oublie. Madame Moreau, la mère de la fiancée, je crois, est passée hier. Elle voulait voir le salon. Elle est venue? Oui, avec sa fille. Mon cœur s'est serré. Et alors? Elles ont fait le tour. Elles ont pris des mesures. Elles ont parlé de décoration, d'éclairage. Elles avaient beaucoup d'exigences. Quel genre d'exigences? Elles voulaient changer la disposition des tables, ajouter des bougies partout, installer un photobooth dans le coin et... Il a hésité. Quoi d'autre? Elles ont demandé si on pouvait retirer certains éléments. Quels éléments? Les photos anciennes de l'hôtel accrochées au mur. Elles ont dit que c'était trop démodé, que ça faisait vieillot. Le sang m'est monté aux joues. Ces photos, je les avais choisies moi-même. C'était l'histoire de l'hôtel, de ma famille, de mon travail. Et vous avez répondu quoi? Que je devais vous consulter avant toute modification.
Elles n'ont pas insisté. Bien, ne touchez à rien. Entendu, madame. Ce soir-là, assise dans mon bureau à l'hôtel, j'ai repensé à cette visite. Brigitte et Elsa étaient venues ici, dans mon établissement, et elles avaient jugé ma décoration démodée. Vieillotte, comme moi. J'ai ouvert mon ordinateur et consulté les messages que mon assistante avait transférés. Parmi eux, un email d'Elsa Moreau, envoyé 3 jours plus tôt. « Bonjour, nous organisons une fête de fiançailles dans votre établissement le 15 novembre. Nous souhaiterions discuter de quelques aménagements particuliers. Pourriez-vous nous rappeler rapidement ? Cordialement, Elsa Moreau. Aucune mention de Malik, aucune mention de moi, juste votre établissement. Comme si j'étais une simple prestataire de service. Le jeudi 11 novembre, je suis allée déjeuner avec mon amie Sylvie. Nous nous connaissions depuis 30 ans. Elle avait été témoin de toute ma vie, le divorce d'avec le père de Camille, la maladie de ma fille, l'achat de l'hôtel, les années difficiles. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot du 5e arrondissement. Sylvie était déjà installée quand je suis arrivée. Grande, cheveux gris coupés courts, lunettes rondes, sourire chaleureux. « Anaëlle, tu as l'air fatiguée. Bonjour à toi aussi. » Elle a ri. « Pardon, bonjour. Mais c'est vrai, tu as l'air préoccupée. » Je me suis assise. J'ai commandé une salade niçoise et un verre de vin blanc. C'est Malik. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se fiance. Oh, eh bien, c'est une bonne nouvelle, non? Je ne sais pas. Elle a froncé les sourcils. Pourquoi? Je lui ai tout raconté. Le dîner avec les parents d'Elsa, le message pour le tarif préférentiel, la visite de Brigitte et Elsa à l'hôtel, leur demande de retirer mes photos. Sylvie m'a écoutée sans m'interrompre. À la fin, elle a soupiré. « Anaëlle, tu crois que cette fille est avec Malik pour de bonnes raisons? Je ne sais pas. J'espère que oui. Mais tu en doutes? Oui. Qu'est-ce qui te fait douter? Tout. Sa famille, sa froideur, la façon dont elle regarde Malik. Comme si c'était un projet, un investissement. Et Malik, il s'en rend compte? Je ne crois pas. Il est aveuglé. Par l'amour, par l'ambition. Sylvie a pris ma main. « Anaëlle, je te connais. Tu es quelqu'un de bien. Tu as toujours tout fait pour Malik. Mais, parfois, il faut laisser les gens faire leurs propres erreurs. Même si ça les détruit. Même. Parce que sinon, ils ne grandiront jamais. » Ces mots m'ont transpercé. Le vendredi 12 novembre, 3 jours avant la fête, j'ai reçu un appel inattendu. Un numéro inconnu. « Allô? Madame Rochefort? Oui. Bonjour. Ici, Claire Dubois, ancienne collègue de Malik. Nous avons travaillé ensemble l'année dernière. Ah, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. J'ai eu votre numéro par une amie commune. J'ai appris que Malik allait se fiancer. Oui, silence. Madame Rochefort, je ne sais pas si je devrais vous dire ça. Mais je me sens obligée. Mon cœur s'est accéléré. De quoi parlez-vous? Elsa Moreau, la fiancée de Malik. Je la connais. Nous avons fait nos études ensemble. Ah, elle a une réputation. Quel genre de réputation? Elle sort toujours avec des hommes qui ont un certain potentiel, financier, professionnel. Elle est très calculatrice, très ambitieuse. Malik n'est pas riche. Je sais, mais elle a hésité. Mais quoi? J'ai entendu dire qu'elle pensait que Malik avait des connexions, une famille aisée. Qui lui a dit ça? Je ne sais pas. Peut-être Malik lui-même. Ou peut-être qu'elle a fait des suppositions. En tout cas, elle croit qu'il a de l'argent, ou qu'il en aura. Pourquoi me dites-vous tout ça? Parce que Malik est quelqu'un de bien. Il mérite mieux, et vous aussi. Merci. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous bouleverser. Mais je pensais que vous deviez savoir. Vous avez bien fait. Elle a raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone à la main. Elsa pensait que Malik avait de l'argent. Mais il n'en avait pas. Pas vraiment. Tout ce qu'il avait, c'était moi. Et l'hôtel. Le samedi 13 novembre, 2 jours avant la fête, Malik m'a envoyé un message. « Mamie, tu viens toujours vendredi, hein? »« Bien sûr, mon chéri. »« Cool. Elsa a hâte de te revoir. » Mensonge. Je le savais. Il le savait. Mais nous jouions tous les deux ce jeu. Moi aussi. À vendredi. Bisous. J'ai posé le téléphone. Dans mon sac à main, j'ai senti le poids familier. Cette petite clé que je porte partout. J'ai pensé à l'enveloppe scellée dans mon coffre, les papiers de transfert de propriété. Et j'ai pensé, est-ce que tout ça vaut encore quelque chose? Le dimanche 14 novembre, la veille de la fête, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai cherché Elsa Moreau sur Internet. Son profil LinkedIn était impressionnant.
diplômée d'une école de commerce parisienne, plusieurs postes dans des agences de communication prestigieuses, photos professionnelles impeccables, sourire parfait. J'ai cliqué sur ses autres réseaux sociaux, Instagram, des centaines de photos, voyages luxueux, restaurants étoilés, sacs à main de marque, chaussures hors de prix. Et puis, j'ai vu quelque chose. Une photo datant de mars 2025, 8 mois plus tôt. Elsa dans un restaurant chic, bras dessus bras dessous avec un homme, grand, costaud, cheveux grisonnants. La légende disait « dîner d'affaires avec mon mentor préféré ». Mais ce n'était pas un dîner d'affaires, pas avec ce regard, pas avec cette proximité. J'ai cliqué sur les commentaires. Une amie avait écrit « Toujours en bonne compagnie, ma belle ». Elsa avait répondu avec un emoji clin d'œil. Mars 2025. Malik m'avait dit qu'il était avec Elsa depuis février. Donc, elle voyait encore cet homme 1 mois après avoir rencontré Malik. J'ai fermé mon ordinateur. Mes mains tremblaient. Ce soir-là, j'ai à peine dormi. Je repensais à tout. La photo, l'appel de Claire, les demandes d'Elsa à l'hôtel, son regard froid, ses sourires calculés. Et Malik, mon Malik, aveuglé, manipulé. Ou peut-être complice. Peut-être qu'il savait. Peut-être qu'il avait menti. Sur sa situation, sur sa famille, sur moi, pour impressionner cette femme, pour la garder. Le lundi 15 novembre au matin, le jour de la fête, je me suis levée tôt. J'ai pris une douche, j'ai choisi ma robe marine, j'ai attaché mes cheveux, j'ai glissé ma main dans mon sac, la clé était là, froide, lourde. Je l'ai serrée un instant, puis je l'ai lâchée. Ce soir, j'irai à cette fête, et je verrai qui était vraiment mon petit-fils, et qui était vraiment cette femme qu'il avait choisie. Le 15 novembre 2025, 19h. Je me tenais devant l'entrée de mon hôtel. Les grandes portes vitrées reflétaient les lumières de la rue. Le ciel était d'un gris profond, presque noir. L'air sentait la pluie qui ne tombait pas encore. J'ai inspiré profondément. Puis, je suis entré. Le hall était exactement comme je l'avais quitté ce matin. Marbre blanc, bois ciré, lumière douce des appliques murales. Mon équipe travaillait en silence, avec cette efficacité discrète que j'avais toujours exigée. À la réception, Sophie, ma réceptionniste depuis 10 ans, m'a salué d'un sourire. « Bonsoir, Madame Rochefort. »« Bonsoir, Sophie. Tout est prêt au premier étage. Monsieur Arnaud vous attend si vous avez besoin de quelque chose. »« Merci. » Elle a hésité. « Madame, vous allez bien ?»« Oui, pourquoi ? Vous avez l'air fatiguée. » J'ai forcé un sourire. Une longue journée. Mais ça va. Profitez de la soirée. C'est une belle occasion. Oui, une belle occasion. Je me suis dirigée vers l'ascenseur. Les portes se sont refermées en silence. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Robe marine, chignon bas, perles discrètes, une vieille dame invisible. L'ascenseur s'est arrêté au premier étage. Les portes se sont ouvertes et j'ai entendu la musique. Le salon lumière était transformé. Des guirlandes lumineuses couraient le long des plafonds. Des bouquets de roses blanches et de pivoines débordaient des vases en cristal. Les tables rondes étaient dressées avec des nappes immaculées, des couverts argentés, des verres étincelants. Au fond, un bar éclairé diffusait une lueur dorée. Il y avait déjà une 50aine d'invités. Jeunes, élégants, rieurs. Le champagne circulait. Les conversations fusaient. C'était magnifique. Et cela me brisait le cœur. J'ai traversé le salon lentement. Personne ne m'a remarqué. J'étais transparente, une ombre parmi les vivants. J'ai cherché Malik des yeux. Il était là, près de la baie vitrée, en grande conversation avec un groupe d'amis. Costume anthracite impeccable, chemise blanche, cravate gris perle. Il riait. Il était radieux. À ses côtés, Elsa. Elle portait une robe bustier couleur ivoire qui épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux blonds tombaient en boucles souples sur ses épaules. Son maquillage était parfait. Elle brillait. Elle était belle, froide, calculée, mais belle. Je me suis avancée, pas à pas, le cœur battant. Quand je suis arrivée près d'eux, Malik m'a vue. Nos regards se sont croisés. J'ai souri, un sourire plein d'amour. Il n'a pas souri en retour. Il a juste détourné les yeux. 1 seconde. Mais cette seconde a tout dit. Elsa m'a vue aussi. Elle a stoppé net sa conversation. Son regard a balayé ma silhouette de haut en bas, mes chaussures plates, ma robe marine, mon chignon. Puis elle s'est penchée vers une jeune femme à côté d'elle, une amie, visiblement, et elle a dit, assez fort pour que j'entende, « Ah, la vieille ringarde et puante est arrivée. » Elle a souri en disant ça, un sourire carnassier.
Autour d'elle, quelques rires étouffés, gênés ou complices. Le temps s'est arrêté. Je ne respirais plus. Les lustres au-dessus de moi brillaient trop fort. La musique résonnait trop fort. Les rires étaient trop aigus. J'ai regardé Malik. Il était juste à côté d'elle. Il avait entendu, j'en suis certaine. Ses épaules se sont crispées. Ses mâchoires se sont serrées. Mais il n'a rien dit. Il a baissé les yeux vers son verre. Il a bu une gorgée. Puis il s'est tourné vers un autre invité et a repris la conversation. Comme si je n'existais pas. Comme si ces mots n'avaient jamais été prononcés. Je suis restée figée. 10 secondes. 20. Une éternité. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas avec fracas. Doucement. Comme une fissure qui s'élargit lentement jusqu'à ce que tout s'effondre. Mon petit-fils. Mon trésor. Celui pour qui j'avais tout sacrifié. Il venait de me trahir. Je me suis approchée quand même. Pas pour crier. Pas pour me venger. Juste pour comprendre. Pour vérifier si j'avais bien vu ce que je pensais avoir vu. Bonsoir, Malik. Ma voix était calme. Trop calme. Il a levé les yeux. Il a forcé un sourire. Ah, mamie, tu es venue. C'est bien, c'est bien. Comme on félicite un enfant d'avoir fini ses devoirs. Je voulais te féliciter. Et rencontrer Elsa. Elsa s'est tournée vers moi. Son sourire était glacé, poli, faux. Enchanté. Malik m'a tellement parlé de vous. Mensonge. J'espère en bien. Oh, bien sûr. Il m'a dit que vous habitiez seul, que vous aviez une petite vie. Tranquille, tranquille. Le mot flottait dans l'air comme une insulte déguisée. Malik s'est raclé la gorge. Mamie travaille beaucoup, en fait. Elle s'occupe de... Il s'est interrompu, comme s'il cherchait ses mots, ou comme s'il refusait de les trouver. Elsa a posé sa main sur le bras de Malik, possessive. En tout cas, nous sommes ravis que vous soyez là. Mais vous comprendrez que nous avons beaucoup d'invités à saluer. On se retrouve plus tard, d'accord? Elle m'a tourné le dos. Malik aussi. Je suis restée seule au milieu du salon. Les conversations reprenaient autour de moi. Les rires, les verres qui tintaient. La musique qui jouait en fond. Personne ne me regardait. J'étais redevenue invisible. Je me suis éloignée vers un coin du salon, près d'une console en marbre où reposaient des bouquets de pivoine blanche. J'ai posé ma main sur le bois froid. J'ai fermé les yeux. Et j'ai compris. Malik avait honte de moi. Il avait honte de sa grand-mère. Peut-être même leur avait-il menti. Sur moi, sur ma vie, sur ce que je faisais, pour paraître plus riche, plus important. Pour impressionner cette femme et sa famille. Dans mon sac, mes doigts ont trouvé le métal froid. Cette petite clé que je porte toujours. Celle qui ouvre toutes les portes de cet hôtel. Parce que cet hôtel m'appartient. J'ai construit cet endroit pierre par pierre, chambre par chambre, année après année. Ces lustres, je les ai fait installer. Ces murs, je les ai fait repeindre. Ce parquet, je les ai fait poncer. Ce salon dans lequel ils riaient, trinquaient, se congratulaient, il était à moi. Et ils ne le savaient pas. Aucun d'eux. Pas Elsa, pas ses parents, pas les invités. Et surtout, pas Malik. Pendant des années, j'avais travaillé en silence, discrètement, sans jamais me vanter, sans jamais étaler ma réussite, parce que je n'avais pas besoin de reconnaissance, juste de l'amour de mon petit-fils. Mais cet amour, il n'existait plus. Il m'avait oublié, effacé, comme on efface une vieille photo floue qu'on ne veut plus voir. J'ai regardé autour de moi. Elsa riait, entourée de ses amis. Elle levait son verre, elle rayonnait. Brigitte et Bernard Moreau discutaient avec d'autres couples, l'air satisfait, triomphant. Malik souriait, serrait des mains, acceptait des félicitations. Personne ne pensait à moi. Personne ne se demandait où j'étais. Si j'allais bien, si j'étais blessée. Alors j'ai pris une décision. Pas par colère, pas par vengeance, mais par dignité. Je me suis dirigée vers la sortie du salon. J'ai descendu l'escalier. Je suis entrée dans mon bureau au rez-de-chaussée. J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai ouvert mon coffre-fort. J'ai sorti une feuille de papier à en-tête de l'hôtel. Et j'ai écrit « Mon cher Malik, ce soir, tu t'es fiancé dans un lieu que tu ne connais pas vraiment. Un lieu qui m'appartient. Cet hôtel est à moi. Je l'ai acheté il y a 23 ans. Je l'ai construit. Je l'ai fait prospérer. Pendant des années, j'ai travaillé pour toi, pour ta mère, pour notre famille. J'avais prévu de tout te léguer, de mettre l'hôtel à ton nom, parce que tu étais mon trésor, ma raison de vivre. Mais ce soir, tu m'as montré qui tu es devenu. Tu as laissé cette femme m'insulter. Tu as baissé les yeux. Tu n'as rien dit. Tu as eu honte de moi. Alors j'ai compris. Tu ne mérites plus ce que j'avais prévu de te donner. Je ne te maudirai pas. Je ne te haïrai pas.
mais je ne te donnerai rien non plus. Tu construiras ta vie seule, comme je l'ai fait. Et peut-être qu'un jour, tu comprendras ce que tu as perdu. Adieu Malik. Mamie. J'ai plié la lettre. Je l'ai glissée dans une enveloppe blanche. J'ai écrit son nom dessus. Puis j'ai appelé Monsieur Arnaud. Oui, Madame Rochefort? Monsieur Arnaud, je veux que vous fermiez le salon lumière. Immédiatement. Pardon? Vous avez bien entendu. Appelez la sécurité. Faites évacuer tous les invités. Poliment mais fermement. La fête est terminée. Mais, madame, c'est la fête de votre petit-fils. Je sais, faites-le quand même. Silence. Très bien, madame. Et donnez-lui cette lettre, à lui seul. Entendu? 5 minutes plus tard, j'ai entendu le tumulte, des voix surprises, des protestations, des questions, puis le silence. Je suis sorti de mon bureau. J'ai traversé le hall désert. À la réception, Sophie me regardait, les yeux écarquillés. Madame, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tout va bien. Mais, bonne soirée, Sophie. Je suis sorti de l'hôtel. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. Fine, froide. Je n'ai pas ouvert mon parapluie. J'ai marché dans la nuit, sous la pluie, seule. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie libre. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Je suis rentrée chez moi ce soir-là trempée jusqu'aux os. Mes cheveux défaits collaient à mon visage. Ma robe marine était lourde d'eau. Mes chaussures grinçaient à chaque pas, mais je ne sentais rien. Ni le froid, ni la fatigue, ni même la tristesse. Juste un vide immense. Mon appartement était silencieux, trop silencieux. J'ai allumé les lumières, j'ai retiré mes chaussures, j'ai accroché mon manteau. Puis je me suis assise sur le canapé, immobile. Les minutes ont passé, les heures peut-être. Je regardais le mur en face de moi, les photos de Camille, les photos de Malik, enfant. Ce petit garçon aux yeux verts qui courait dans les couloirs de l'hôtel en riant. Ce petit garçon qui me prenait la main et me disait « Mamie, tu es la plus gentille du monde ». Il avait disparu. À sa place, il y avait un homme que je ne reconnaissais plus. Mon téléphone a vibré vers 23 heures. Un message de Malik. « Mamie, qu'est-ce que tu as fait ?» Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Pourquoi ?» Juste une accusation. J'ai fixé l'écran. Mes doigts tremblaient. J'ai voulu répondre. Expliquer. Me justifier. Mais je n'ai rien écrit. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer par message. Parce qu'il y a des silences qui disent tout. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, samedi 16 novembre, je me suis réveillée avec un sentiment étrange. Pas de regret, pas de culpabilité, juste une clarté froide. J'avais fait ce qui devait être fait. J'avais posé une limite. Et maintenant, il fallait vivre avec les conséquences. Mon téléphone affichait 12 appels manqués, tous de Malik, et 3 messages. Le premier, envoyé à minuit, « Mamie, réponds-moi, c'est important ». Le deuxième, envoyé à 2 heures du matin, « Je ne comprends pas, pourquoi tu as fait ça ?» Le troisième, envoyé à 7 heures, « Il faut qu'on parle ». Je n'ai répondu à aucun. À 10 heures, on a sonné à ma porte. Je savais qui c'était. J'ai ouvert. Malik se tenait devant moi, les traits tirés, les yeux rouges, les cheveux en désordre. Il portait le même costume que la veille, froissé maintenant. Il avait l'air épuisé. « Mamie, entre !» Il est entré. Il s'est arrêté au milieu du salon. Il ne s'est pas assis. « Pourquoi tu as fait ça ?» Sa voix était dure, cassante. « Tu sais pourquoi ?»« Non, je ne sais pas. Tu as tout gâché. Tu as humilié Elsa. Tu m'as humilié. Devant tout le monde. Je l'ai regardé, calmement. Je t'ai humilié ? Oui. Et toi ? Tu penses que tu ne m'as pas humilié ? Il a secoué la tête. De quoi tu parles ? Malik, elle m'a traité de vieille ringarde et puante, devant tout le monde. Et toi, tu n'as rien dit. Tu as baissé les yeux. Tu as continué à boire ton champagne. Je n'ai pas entendu. Mensonge. Ne mens pas. Tu étais juste à côté d'elle. Il a détourné le regard. Même si j'ai entendu, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Que je fasse un scandale en pleine fête ? Je voulais que tu me défendes. Mamie, c'était une blague. Elle ne pensait pas vraiment ça. Une blague ? Ma voix tremblait maintenant. Une blague, Malik ? Traiter ta grand-mère de vieille puante, c'est une blague ? Elle était stressée. C'est sa fête de fiançailles. Elle voulait que tout soit parfait. Et moi, je comptais pour rien ? Bien sûr que si, mais... Mais quoi ? Mais tu aurais pu faire un effort. J'ai senti mon cœur se glacer. Un effort ? Oui, venir mieux habillé, parler aux gens, te mélanger. Au lieu de rester dans ton coin comme... Il s'est interrompu. Comme quoi ? Comme une vieille dame triste. Le silence s'est installé, lourd, écrasant.
Je vois. Ma voix était calme maintenant. Trop calme. Donc le problème, c'était moi, pas elle, pas toi, moi. Mamie, je ne dis pas ça. Si, c'est exactement ce que tu dis. Écoute, je suis désolée si tu t'es senti blessée, mais tu as complètement exagéré. Fermer le salon, faire évacuer tout le monde, laisser cette lettre. Il a sorti l'enveloppe de sa poche, froissée. Cette lettre, c'est cruel, mamie. Cruel? Oui, me dire que je ne mérite rien, que tu ne me donneras rien. Après tout ce que... Il s'est arrêté. Après tout ce que quoi, Malik? Après tout ce que tu as fait pour moi? Non, après tout ce que nous avons vécu ensemble. Justement, tout ce que nous avons vécu. Ta mère, sa maladie, sa mort, les années où je t'ai élevé, où je t'ai nourri, où je t'ai soutenu. Et maintenant, tu as honte de moi. Je n'ai pas honte de toi. Si, tu as honte. Tu ne leur as même pas dit que cet hôtel m'appartient. Il a pâli. Comment tu... Elsa et sa mère sont venues visiter le salon. Elles ont demandé à retirer mes photos. Elles ont demandé un tarif préférentiel, comme si j'étais une simple employée. Et toi, tu n'as rien dit. Tu ne leur as rien expliqué. Parce que tu avais honte. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Il a hésité. Je voulais qu'ils me voient pour ce que je suis, pas pour ce que tu as. Pour ce que j'ai? Malik, tu crois que j'ai quoi? De l'argent? Un hôtel? C'est ça qui compte pour toi maintenant? Non. Mais pour eux, oui. Silence. Pour eux. Donc tu le sais. Tu sais qu'Elsa et sa famille sont intéressés par l'argent. Ce n'est pas si simple. Alors explique-moi. Il s'est assis enfin. Il a posé ses mains sur ses genoux. Il fixait le sol. Elsa, elle vient d'un certain milieu. Elle a des attentes. Ses parents aussi. Ils veulent que je réussisse, que j'ai une situation stable, que je puisse offrir une belle vie à leur fille. Et toi, tu veux ça aussi? Oui, je veux réussir. Je veux avoir une belle vie. Pourquoi ce serait mal? Ce n'est pas mal. Mais à quel prix? En reniant ta famille, en me cachant, en mentant? Je n'ai pas menti. Si, par omission. Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient pleins de colère. Et toi, mamie, tu ne mens pas? Tu ne joues pas un jeu? De quoi tu parles? Cette lettre, cette menace, je ne te donnerai rien. Comme si tu m'avais acheté avec ton argent. Comme si mon amour était conditionnel. Mon amour n'a jamais été conditionnel. Vraiment? Alors pourquoi tu me punis maintenant? Pourquoi tu retires tout? Parce que tu ne me respectes plus. Parce que tu m'as oublié. Parce que tu as choisi cette femme et sa famille au lieu de moi. Je n'ai choisi personne. Je veux juste vivre ma vie. Ta vie? Ou la vie qu'Elsa veut pour toi? Il s'est levé brusquement. Tu ne la connais pas. Tu ne sais rien d'elle. Je sais qu'elle t'a changé. Ou peut-être que j'ai grandi, que je ne suis plus le petit garçon que tu veux que je sois. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je me suis levée aussi. Tu as raison, tu n'es plus ce petit garçon. Ma voix tremblait. Mais moi, je suis toujours la même grand-mère qui t'aimait, qui t'aime encore, malgré tout. Il a secoué la tête. Si tu m'aimais vraiment, tu accepterais mes choix, tu accepterais Elsa. Je les accepterais si elle te rendait heureux, si elle te respectait. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne sais rien. Je sais qu'elle t'a manipulé, qu'elle croit que tu viens d'une famille riche, qu'elle est avec toi pour ce qu'elle pense que tu as, ou que tu auras. Il a ri, un rire amer. C'est ça, bien sûr. Tout le monde me manipule, sauf toi. Toi, tu es parfaite. Je ne suis pas parfaite. Mais je t'aime sincèrement, sans calcul, sans arrière-pensée. Alors prouve-le. Donne-moi l'hôtel, comme tu avais promis. J'ai reculé. Quoi? Tu as dit que tu voulais me léguer l'hôtel. Alors fais-le, maintenant. Malik? Quoi? Si tu m'aimes vraiment, tu devrais me faire confiance. Ce n'est pas une question de confiance. Alors c'est quoi? Du chantage? Tu veux me contrôler? Non, je veux juste que tu ouvres les yeux. Mes yeux sont ouverts, et je vois une vieille femme aigrie qui ne supporte pas que son petit-fils soit heureux. Le silence est retombé, brutal. Je l'ai regardé, ce jeune homme devant moi, ce visage que je connaissais par cœur. Et j'ai réalisé quelque chose de terrible. Je ne le reconnaissais plus. Sors. Quoi? Sors de chez moi. Mamie, maintenant. Il m'a regardé, incrédule. Tu es sérieuse? Oui. Très bien. Il s'est dirigé vers la porte. Il l'a ouverte. Puis il s'est retourné. Tu sais quoi, mamie? Tu as toujours été seule. Et tu finiras seule. Parce que tu ne sais pas aimer sans contrôler. Il est parti. La porte s'est refermée. Je me suis effondrée sur le canapé. Et cette fois, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour ce petit garçon perdu. Pour ma fille qui n'était plus là pour le guider. Pour moi qui venais de perdre la seule personne qui me restait.
Les jours suivants ont été un brouillard. Je travaillais mécaniquement. Je répondais aux emails. Je gérais l'hôtel. Mais une partie de moi était morte. Malik ne m'a plus contacté. Je n'ai pas essayé de le joindre non plus. Parce qu'il y a des ruptures qui ne se réparent pas. Des mots qui ne s'effacent pas. Des choix qui changent tout. Un soir, 3 jours après notre dispute, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Madame Rochefort, ici Elsa. Nous devons parler. J'ai fixé l'écran, puis j'ai supprimé le message. Je n'avais rien à lui dire, et elle n'avait rien à m'apprendre que je ne savais déjà. Ce soir-là, seul dans mon salon, j'ai ouvert le coffre derrière le tableau. J'ai sorti l'enveloppe scellée, celle qui contenait les papiers de transfert. Pour Malik, le jour où il sera prêt. J'ai tenu l'enveloppe dans mes mains, puis je l'ai déchirée, lentement, en petits morceaux, et j'ai jeté les morceaux dans la cheminée éteinte. Malik avait fait son choix. Moi aussi. Les semaines ont passé dans un silence étrange. Novembre s'est effacé. Décembre est arrivé avec son froid sec et ses nuits longues. Je n'ai plus eu de nouvelles de Malik, et je n'en ai pas donné. À l'hôtel, la vie continuait. Les clients arrivaient, repartaient. Les réservations se remplissaient pour les fêtes de fin d'année. Mon équipe travaillait avec son efficacité habituelle. Mais quelque chose en moi s'était éteint. Je faisais les gestes, je prenais les décisions. Je souriais quand il le fallait, mais c'était mécanique. Un soir de début décembre, Sylvie m'a appelé. « Anaëlle, tu vas bien? Je ne t'ai pas vue depuis des semaines. »« Ça va, beaucoup de travail. » Menteuse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hésité, puis je lui ai tout raconté. La fête, l'humiliation, la confrontation avec Malik, la rupture. Elle a écouté sans m'interrompre. « Mon Dieu, Anaëlle, je suis désolée. »« Ce n'est rien. Ce n'est pas rien. Tu as perdu ton petit-fils. » Non, je l'avais déjà perdu. Je viens juste de l'accepter. Et maintenant, je vis. Mais vivre, c'était difficile. Les nuits étaient longues. Je dormais mal. Je me réveillais en pensant à Camille, à Malik enfant, aux années perdues. Parfois, je me demandais si j'avais eu raison, si j'aurais dû me taire, accepter, pardonner. Mais au fond de moi, je savais que non, parce qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, des humiliations qu'on ne peut pas accepter, même par amour. Mi-décembre, j'ai pris une décision. J'ai convoqué mon notaire, Maître Lefebvre. « Madame Rochefort, que puis-je faire pour vous? Je veux modifier mon testament. » « Très bien. Quel changement souhaitez-vous apporter? »« Je veux retirer Malik Rochefort comme unique héritier. » Il a froncé les sourcils. « Votre petit-fils? »« Oui. Puis-je vous demander pourquoi? » ?»« C'est personnel. »« Bien sûr. Et à qui souhaitez-vous léguer vos biens? » J'ai réfléchi. « Je veux créer une fondation pour aider les femmes qui reconstruisent leur vie après une épreuve. Maladie, deuil, abandon. L'hôtel financera cette fondation. C'est une belle initiative. C'est nécessaire. Et votre petit-fils ne recevra rien? Non, rien. Il m'a regardé longuement. Madame Rochefort, êtes-vous certaine? Ces décisions prises sous le coup de l'émotion peuvent... Je suis certaine. Très bien. Je prépare les documents. En sortant de chez le notaire, j'ai senti un poids se lever. Pas de la joie, pas de soulagement, juste une clarté. J'avais fait ce qui devait être fait. Le 20 décembre, j'ai reçu un appel de Sophie, ma réceptionniste. « Madame Rochefort, quelqu'un demande à vous voir. »« Qui ?»« Monsieur Malik Rochefort. Mon cœur s'est arrêté. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il dit que c'est urgent. Sophie, s'il vous plaît, dites-lui que je ne suis pas là. » Silence. « Très bien, madame. » 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Malik, je n'ai pas décroché. Il a laissé un message vocal. « Mamie, je sais que tu es là. Je sais que tu ne veux pas me parler. Mais il faut que je te dise quelque chose. C'est important. S'il te plaît, rappelle-moi. » Sa voix était différente, plus douce, presque suppliante, mais je n'ai pas rappelé. Le lendemain, j'ai reçu une lettre, manuscrite, déposée à la réception. « Mamie, je sais que je t'ai blessée. Je sais que j'ai dit des choses horribles. Je le regrette, plus que tu ne peux l'imaginer. Ces dernières semaines ont été difficiles. Elsa et moi, ça ne va pas bien. Elle a changé après la fête. Elle est devenue froide, distante. Elle me reproche de ne pas avoir d'argent, de ne pas être celui qu'elle croyait. Tu avais raison. Surtout, je suis désolée. S'il te plaît, laisse-moi te parler. Juste une fois, Malik. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur mon bureau. Et je n'ai rien fait, parce que les excuses ne changent rien, parce que les regrets viennent toujours trop tard, parce que certaines blessures ne guérissent pas. Le 24 décembre, veille de Noël, je suis restée seule chez moi. Pas de sapin, pas de décoration, juste le silence. J'ai pensé à Camille,
à tous les Noëls passés ensemble, au rire de Malik enfant. Et j'ai pleuré. Pas de colère, pas de haine, juste de tristesse, pour ce qui avait été, et pour ce qui ne serait plus jamais. Mais au milieu de cette tristesse, quelque chose de nouveau naissait. Une force tranquille, une certitude. Je n'avais plus besoin de Malik pour exister. Je n'avais plus besoin de son amour pour me sentir entière. J'avais construit ma vie seule, et je pouvais continuer seule, avec dignité. Le 27 décembre, j'ai signé les nouveaux documents chez Maître Lefebvre. C'est fait, Madame Rochefort. Votre testament est modifié. Merci. Puis-je vous poser une question? Oui. Avez-vous des regrets? J'ai réfléchi. Non, aucun. Vous êtes une femme courageuse? Non, je suis juste une femme qui a appris à se respecter. En sortant de son bureau, j'ai marché dans les rues de Paris. Le ciel était gris, mais l'air était doux. Les gens se pressaient, chargés de paquets, de sourires. J'ai touché mon sac. La clé était toujours là. Mais elle ne représentait plus la même chose. Avant, c'était un héritage pour Malik. Maintenant, c'était juste mon travail, mon accomplissement. Et ça suffisait. Janvier 2026 est arrivé dans le silence. Je n'ai pas fêté le nouvel an. Je suis restée chez moi, seule, avec un livre et une tisane. À minuit, j'ai entendu les feux d'artifice au loin, les cris de joie, les klaxons. Moi, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé, une nouvelle année, une nouvelle vie. Les premières semaines de janvier ont été calmes. L'hôtel tournait bien. La fondation que j'avais créée prenait forme. Maître Lefebvre travaillait sur les statuts, les partenariats avec des associations. Je me sentais utile. Enfin, pas pour un petit-fils ingrat, mais pour des femmes qui en avaient vraiment besoin. C'est Sylvie qui m'a appris la nouvelle. Mi-janvier, nous déjeunions ensemble dans un petit restaurant du Marais. « Anaël, tu es au courant? Au courant de quoi? Pour Malik ?» Mon cœur s'est serré malgré moi. « Non. Quoi? Il a rompu avec Elsa. » J'ai posé ma fourchette. « Comment tu sais ça? Ma nièce travaille dans la même agence qu'Elsa. Apparemment, c'était spectaculaire. Raconte. » Sylvie a hésité. « Tu es sûre que tu veux savoir? » Oui. Elle a soupiré. « D'accord. » Apparemment, après la fête annulée, Elsa était furieuse. Elle a reproché à Malik de ne rien avoir. Pas d'argent, pas d'héritage, pas de perspective. Elle lui a dit qu'elle avait perdu son temps avec lui. Et lui, il a essayé de se justifier, de lui expliquer que l'hôtel t'appartenait, que tu avais prévu de lui léguer. Mais après votre dispute, il n'avait plus rien à offrir. Donc elle l'a quitté. Oui, juste avant Noël. Elle a rendu la bague. Elle a déménagé ses affaires. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Le silence s'est installé. Et maintenant, il vit seul dans son petit appartement. Il travaille toujours, mais apparemment il ne va pas bien. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un sentiment étrange. Pas de joie, pas de satisfaction, juste une tristesse immense, parce que Malik avait appris la leçon. Mais à quel prix? Début février, j'ai reçu une autre lettre, encore manuscrite. Mamie, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Mais il faut que je l'écrive. Elsa m'a quittée. Elle m'a dit des choses que je ne peux pas oublier. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais aimé, qu'elle était avec moi parce qu'elle croyait que j'avais de l'argent, que j'étais un investissement. Tu avais raison, surtout. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de me répondre. Je veux juste que tu saches que je regrette, profondément. J'ai perdu Elsa, mais surtout, j'ai perdu toi. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Malik, j'ai plié la lettre. Je l'ai rangée dans un tiroir, et je n'ai pas répondu, parce que les regrets ne suffisent pas, parce que l'amour sans respect n'est rien, parce que certaines leçons doivent être apprises dans la solitude. En mars, Sophie m'a dit que Malik était repassé à l'hôtel. Il voulait vous voir, madame. Qu'avez-vous répondu? Que vous n'étiez pas disponible, comme vous me l'aviez demandé. Bien, mais, madame, il avait l'air, oui, triste, très triste. J'ai hoché la tête. Merci, Sophie. Un soir d'avril, j'ai croisé Brigitte Moreau par hasard, dans une boutique du 6e arrondissement. Elle m'a vue, elle a détourné le regard, mais je l'ai appelée. Madame Moreau. Elle s'est retournée, mal à l'aise. Madame Rochefort, comment allez-vous? Bien, merci. Et votre fille? Elle a pâli. Elsa, elle va bien. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, un homme plus établi. Je vois. Écoutez, Madame Rochefort, ce qui s'est passé, n'en parlons plus. Je voulais juste dire que, enfin, Elsa peut être exigeante, mais c'est parce qu'elle veut le meilleur, pour elle, pas pour les autres. Brigitte a baissé les yeux. Bonne journée, Madame Rochefort. Elle est partie rapidement,
Mai est arrivé avec ses journées lumineuses. Le 22 mai, mon anniversaire, 64 ans. Cette fois, je l'ai célébré. Avec Sylvie, avec mon équipe de l'hôtel, avec les femmes de ma fondation naissante. Nous avons ri, parlé, partagé. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une petite boîte devant ma porte. Pas de nom, juste une enveloppe. À l'intérieur, un mot de Malik. Joyeux anniversaire, mamie. Je n'ai pas oublié, même si tu m'as oublié. J'ai ouvert la boîte. C'était la montre que je lui avais offerte pour ses fiançailles, celle avec la gravure. Pour Malik, avec tout mon amour. Mamie, il me la rendait. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai tenu la montre dans mes mains, et j'ai compris. Malik avait tout perdu. La femme qu'il aimait, ou croyait aimer, l'héritage qu'il pensait recevoir, et surtout, moi. La vie lui avait rendu ce qu'il avait donné, du vide, de l'indifférence, de la solitude. Ce n'était pas moi qui l'avais puni, c'était la vie elle-même. Et moi, j'avais trouvé la paix, pas dans la vengeance, pas dans la colère, mais dans le respect de moi-même, dans la dignité, dans le choix de ne plus accepter l'inacceptable. La justice n'est pas toujours rapide, mais elle finit toujours par arriver, doucement, silencieusement, comme un équilibre qui se rétablit. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2025. Un an presque jour pour jour après cette fête de fiançailles qui a tout changé. Je suis assise dans mon bureau à l'hôtel. Par la fenêtre, je vois les rues de Paris illuminées pour les fêtes. Les gens marchent, pressés, heureux. Et moi, je suis en paix. Ma fondation a ouvert ses portes en septembre. Nous avons déjà aidé 15 femmes à reconstruire leur vie, à retrouver leur dignité, leur force. Chaque fois que je rencontre l'une d'elles, je vois un peu de moi, un peu de Camille, un peu de toutes les femmes qui ont dû se battre seules. Et je me dis que mon travail a enfin un sens, pas pour un héritage familial, mais pour quelque chose de plus grand. Malik, je n'ai plus eu de nouvelles depuis la montre. Parfois je pense à lui, à ce qu'il est devenu, à ce qu'il ressent, mais je ne cherche pas à savoir, parce qu'il y a des distances qui sont nécessaires, des silences qui guérissent. Sylvie m'a dit qu'elle l'avait croisé en novembre, dans le métro. Il avait l'air différent, plus mature, plus calme, mais aussi seul. Il va bien? Je ne sais pas, mais il m'a demandé de tes nouvelles. Qu'as-tu répondu? Que tu allais bien, que tu étais heureuse. Merci. La vérité, c'est que je ne sais pas si je suis heureuse, mais je suis en paix. Et peut-être que c'est mieux. Il y a quelques jours, j'ai reçu une dernière lettre de Malik, courte, simple. Mamie, je ne te demande plus rien. Je voulais juste te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Pour maman, pour moi. Je sais que je ne le mérite pas, mais je voulais que tu le saches. Je t'aime, même si tu ne m'aimes plus. Malik. J'ai relu cette lettre plusieurs fois, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, parce qu'il avait compris. Enfin, est-ce que je lui pardonnerai un jour? Je ne sais pas. Le pardon n'efface pas la douleur, il ne répare pas ce qui a été cassé. Mais peut-être qu'avec le temps, la blessure deviendra une cicatrice. Et les cicatrices, elles nous rappellent qui nous sommes, ce que nous avons survécu, ce que j'ai appris de cette histoire, que l'amour sans respect n'est rien, que la dignité vaut plus que n'importe quel héritage, que parfois, dire non est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. J'ai 63 ans, bientôt 64. J'ai un hôtel qui tourne bien, une fondation qui aide des femmes à se reconstruire, des amis fidèles, et surtout, je me suis retrouvée. Malik a fait ses choix, moi aussi. La vie nous a donné à chacun ce que nous méritions, pas par vengeance, juste par équilibre. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à refuser l'humiliation, à choisir sa dignité plutôt que la soumission, alors tout cela aura eu un sens. Parce qu'on n'est jamais trop vieille pour se respecter. On n'est jamais trop seule pour être entière. Et on n'est jamais trop tard pour dire « Assez ». Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.